Monsieur le maire, aujourd'hui nous sommes venus vous rendre visite. Pouvez-vous revenir un peu sur les raisons de votre départ de l'UCS? Voilà, merci Samsidine. Et permettez-moi également de remercier, de vous remercier plutôt, et surtout de nous féliciter de la qualité du travail que vous accomplissez donc, sur le terrain, mais vous en félicitez également. Parce que Dakaractu, c'est quand même un organe que moi j'ai l'habitude de suivre, surtout vos vidéos sont de très très bonne qualité. Je pense que c'est tout à fait un honneur pour moi aujourd'hui en tant que maire de la collectivité de vous recevoir ici également, parce que je sais que naturellement, comme vous en avez l'habitude, l'élément ne pourra être qu'exceptionnel également. Et ça pourra nous permettre, nous, en tant que maire, de faire un peu le marketing territorial de notre collectivité également. Parce que la visibilité, lorsqu'on est un maire, c'est tout à fait important. Ça fait partie des stratégies justement de séduction que le maire doit déployer pour essayer de voir comment est-ce qu'il doit présenter sa contrée, comment est-ce qu'il pourra donc convaincre des partenaires à venir donc l'aider dans ses tâches quotidiennes, justement d'amélioration des conditions de vie des populations qui ont bien voulu donc lui confier la responsabilité de la gestion de la collectivité territoriale. Ceci étant, pour en venir à la question directement, effectivement, nous avons quitté l'UCS il y a à peu près donc 2 mois. Je ne voudrais pas revenir encore sur les raisons, parce qu'une page de tournée, je n'aime pas trop revenir, parce que tout simplement, avec des intérêts, naturellement, parce que nous sommes dans la politique, on n'aurait pas quitté. On n'aurait pas quitté. C'est sûr qu'il y a eu des raisons. Je vais les résumer justement autour d'une seule. Dans une seule, qui voudrait dire à l'opinion qu'en politique, à la base, il y a la conviction. Mais la conviction, elle est partagée et l'ambition également co-portée. Mais quand dans ces questions d'ambition et de conviction, il n'y a plus de confiance mutuelle, les bases sont faussées. Donc en réalité, à un moment donné, les gens nous avaient prêté d'être trop pressés. Les gens avaient estimé qu'on ne croyait plus à Ablaye, parce que tout simplement on voulait rejoindre la mouvance présidentielle. Tel n'était pas le cas. Parce que Ablaye et nous quand même, c'est depuis 2012, quand Maître Wade a été défait, et c'était un compagnonnage de raison, parce que c'était quand même le leader numéro 1 de la région. Nous nous sommes donc engagés à ses côtés, parce que nous étions convaincus qu'avec lui, la région pourra aussi avoir son homme à lui pour aller conquérir les suffrages des Sénégalais pour justement s'installer au fauteuil présidentiel. Donc à la base, il y a eu une conviction, parce que tout simplement, il avait un background quand même acceptable. Nous nous sommes engagés. Après, il y a eu plein d'épreuves que nous avons donc traversées avec lui. Jusqu'il y a seulement 2 mois, nous avons quitté. Alors si on vous dit aujourd'hui que nous n'avons jamais cru en lui plutôt, les populations, l'opinion a le droit justement de nous regarder autrement, comme justement quelqu'un qui n'est pas sérieux, comme quelqu'un qui n'est pas responsable. Nous avons cru en lui, mais malheureusement, à un moment donné, je pense qu'il y a eu une crise de confiance à l'interne, et nous avons donc décidé de la façon la plus courageuse possible de sortir et de prendre désormais notre destin en main. Quand nous sommes sortis, il y a eu une ouverture vers toutes les formations politiques, de quelque obédience qu'elles puissent être. À l'AG qui a justement sanctionné notre divorce, prononcé le divorce avec Ablaye, entre Ablaye et nous, la consigne était unanime, qui était de s'ouvrir à toutes les chapelles politiques, qui était
de recevoir tout le monde, y compris la mouvance présidentielle. Parce qu'on était convaincus qu'on n'était pas encore suffisamment aguerri pour prétendre justement à des ambitions nationales. C'est-à-dire l'élection présidentielle, Tombon ne pouvait pas être tout de suite candidat. Ça, c'est tout à fait clair. Il fallait donc être raisonnable pour donc inviter tout le monde à venir vers nous. Dieu a fait que c'est seulement 2 qui se sont signalés. C'est d'abord Bougane Gueye Dany, et puis c'est la mouvance présidentielle qui est venue vers nous également. Le Premier ministre a bien voulu nous recevoir, le président du conseil départemental, moi-même, qui nous a conduits le lendemain seulement chez le président, Michel le Président de la République, qui nous a reçus. C'était le 11 septembre. C'était le 11 septembre. Le Premier ministre nous a reçus le 10 septembre. Entre minuit jusqu'à 2 h du matin, nous étions dans son bureau. Le lendemain seulement, il nous a appelé très tôt le matin pour nous dire que Michel le Président de la République souhaiterait vous rencontrer ce soir. C'est-à-dire le président du conseil départemental d'Oussouye, M. Séni Diatta et moi-même, encore pour une audience, une séance donc, de travail. Nous avons été à sa rencontre et au cours de l'audience, nous avons exposé toutes les problématiques liées au développement d'Oussouye de la Casamance. Dans ces réponses, nous avons trouvé justement la satisfaction relativement aux attentes que nous avions eu égard justement à comment est-ce que nous on voulait donc impulser le développement donc dans la Casamance naturelle. Donc au sortir, il y a eu une large convergence programmatique et principielle entre M. le Président de la République et nous-mêmes. Nous sommes venus ici, nous ne lui avons pas donné du tout la réponse. Nous sommes venus rapporter le message, les décisions de M. le Président de la République à la base qui nous a suivis. Et le 20 septembre, le Président donc, a voulu nous recevoir donc, à l'occasion de l'audience qui a été populaire, que tout le monde donc, a suivi donc, à la télévision et qui a sanctionné définitivement donc, le ralliement de notre mouvement Impact à la cause donc, du président de la République, candidat à sa propre succession. Alors, quand nous sommes sortis de l'UCS, on aurait pu également entreprendre justement de rejoindre une autre formation politique. Mais vous savez, on a une certaine expérience. Il y a également des ambitions qui doivent justement par ricochet venir. Moi, je suis à la tête de la collectivité territoriale de Djembering depuis 2009 exactement. Mais c'est depuis 2004 que nous avons commencé justement à nous intéresser aux affaires de la collectivité territoriale de Djembering. C'est en 2004, lors de notre soutenance de mémoire de maîtrise, que nous avions justement voulu comprendre un peu les problématiques qui font le soubassement de l'émergence ou même justement des questions d'équilibre dans la commune de Djembering, mémoire de maîtrise. En 2005, en DIA, nous avons voulu approfondir ces problématiques. En mémoire de maîtrise, le sujet était morphodynamique littorale et crise environnementale dans la communauté rurale de Djembering. À l'époque, c'était une communauté rurale, n'est-ce pas? Cas de voilà, morphodynamique littorale et crise environnementale dans la communauté rurale de Djembering. En DIA, nous avons voulu spécifier donc l'étude, les investigations sur les questions d'écosystèmes et nous avons cité 2, la mangrove et la palmeraie. La mangrove et la palmeraie, parce que tout simplement, ces 2 écosystèmes-là étaient quand même très représentatifs dans le paysage végétatif de la commune de Djembering. En thèse, donc diplôme qu'on n'a pas pu malheureusement donc, boucler, parce que tout simplement il y avait les charges donc, de la collectivité territoriale. On a voulu toujours
continuer dans presque la même dynamique. Cette fois-ci, en l'élargissant un peu à d'autres zones spatiales, telles que la Casamance, donc littorale, telle que la Casamance naturelle. Mais en y intégrant également d'autres problématiques liées au contexte de changement climatique et de réchauffement du climat. Nous l'avions intitulé notre projet de mémoire, donc de thèse, les littoraux, entre enjeux, vulnérabilité et dans le cadre du changement climatique en cours, cas de la Casamance donc littorale. Nous avons fait beaucoup d'investigations là-dessus, n'est-ce pas? Mais malheureusement, nous n'avons pas pu boucler le document parce que tout simplement, donc entre-temps, il y a eu beaucoup de charges qui ont fait que, voilà, c'était très difficile de suivre également un peu la rigueur du côté donc académique. Donc depuis 2004 jusqu'à aujourd'hui, nous sommes sur le terrain pour élaborer des schémas, pour s'imaginer des solutions relativement à comment est-ce que la contrée de Diembéring et par-delà la région de la Casamance naturelle doit être managée, n'est-ce pas? Alors, quand nous avons été, Monsieur le Président de la République, nous avons trouvé dans ses propos justement des convergences de vues, de points de vue, une conviction presque partagée relativement à comment est-ce que nous voulons donc asseoir le développement dans la Casamance naturelle, plus spécifiquement dans le département de Souy. Parce qu'il y a quand même des projets structurants qui sont ici, mais il y a un secteur clé qui est le tourisme, n'est-ce pas? Il y a la question des hôtels. Aujourd'hui, sa résolution dépasse largement le niveau local, même le niveau régional. C'est au niveau national qu'il faut aller trouver la panacée. C'est l'État lui-même qui pourra donc prendre la responsabilité sur soi-même pour donc trouver la panacée la plus pragmatique et durable. Là-dessus, Monsieur le Président de la République nous a rassurés. D'ailleurs, il viendra ici le 19. Je pense que la primeur doit lui être réservée pour qu'il puisse donc nous donner son point de vue là-dessus. Donc, il nous a promis de voir comment est-ce qu'il pourra donc s'investir lui personnellement pour que ce goulot d'étranglement-là puisse donc cesser définitivement, n'est-ce pas? À côté donc du tourisme, il y a également l'agriculture. Vous savez, nous sommes dans le Kassa. Le Kassa est connu pour son potentiel, on va dire, agricole ou peut-être même pédologique. Pédologique parce que nous avons quand même un potentiel de sol très propice à la riziculture, à l'agriculture globalement. L'agriculture au sens large s'épanouit très bien chez nous. Quand c'est la riziculture, parce que nous avons justement des sols que nous avons hérités d'une ère géologique qui est très récente, donc des terres qui sont très fertiles, qui sont très argileuses, favorables donc à la riziculture. Les rizières dans le Kassa, on les voit à perte de vue. Malheureusement, il y a eu toujours le rudiment du Kayandou qui n'a pas permis justement la mécanisation et l'amélioration des rendements. Dieu merci, depuis quelque temps, avec la politique de l'État de mécaniser le secteur, on a pu donc bénéficier justement de beaucoup de faveurs de la part de l'État pour pouvoir donc équiper les différentes associations d'agriculteurs que nous avons donc mises en place. Donc il y a eu également ce volet-là qui a été abordé avec le président de la République. La cerise sur le gâteau, c'est que aujourd'hui, il est venu avec justement d'autres intentions de désenclaver et de rendre très accessibles ces zones de production, avec des pistes de production donc il va donc nous aider à réaliser. La piste de Diembéring-Nikine par exemple, qui va faire 9 km à peu près, la piste de Diembéring-Kachouane également, qui va faire à peu près la même distance, la piste de Cabrousse-Boudjedjet,
la piste donc, de Kenyut, Pointe-Saint-Georges, n'est-ce pas? La piste de Emaï, en passant par Siganar jusqu'à Youtou et Fok, n'est-ce pas? Voilà autant de pistes qui feront que, désormais, justement, les zones de production risicole pourront être très accessibles pour aider justement la mécanisation à améliorer donc, le rendement. Là-dessus également, nous avons eu un point de vue. Et tous ces projets-là dont je parle ont aujourd'hui acquis le financement. Le début du travail a même été effectué parce que les tracés des différentes pistes que je viens de citer ont déjà donc, été élaborés. Il ne reste plus que la fin de la saison des pluies pour voir justement les projets démarrer concrètement. À côté donc, de ce programme-là également, il y a un autre volet presque, j'allais dire, social, lié à l'hydraulique. Vous savez très très bien que le Cap Skirring, qui est un village très bien connu donc, à travers le monde entier, malheureusement les populations ne consomment pas en tout cas de l'eau potable produite justement à travers donc, un réseau d'adduction d'eau, n'est-ce pas? Et avec le président de la République, finalement, on est en train de concrétiser notre projet, de voir comment est-ce qu'on pourra réaliser un réseau d'adduction d'eau qui pourra donc servir aux différents villages, au nombre de 21, que compte la collectivité locale de Diembéring. Quand nous sommes arrivés en 2009, nous étions très convaincus que, du point de vue hydrogéologique, nous avions quelques contraintes. Nous avions quelques contraintes parce que nous sommes une grande île. N'eût été le raccordement de la commune à travers le pont de Katakalous et de Diaken pour venir au Cap Skirring, je suis sûr qu'il fallait carrément prendre la pirogue pour traverser. Donc nous sommes une île. Nous sommes une île. Les îles ont la propriété ou les caractéristiques physiques de connaître justement des contraintes hydrogéologiques. Parce que l'eau, elle est très insuffisante, étant donné que la seule source de recharge, c'est la pluie. Depuis quelque temps, les pluies donc, diminuent. Alors, il y a deux phénomènes qui jouent contre leur durabilité, qui jouent plus ou moins les rôles de pression, justement sur la ressource. Ces deux phénomènes-là, c'est à la fois la réduction, la raréfaction des pluies, mais le pompage abusif justement des nappes disponibles, qui font que justement la nappe un peu fonctionne aux allures d'une peau de chagrin. C'est-à-dire que progressivement, donc, la ressource se tarit. Donc nous avons élaboré une étude hydrogéologique qui nous a coûté de l'argent, qui a été élaborée par un des plus grands spécialistes de la question, le docteur Sam Diouf, que je remercie au passage, qui a pu donc nous sortir des résolutions pour voir comment est-ce que la question pourrait être réglée définitivement. Et c'est cette étude-là qui a été remise au ministre de l'Hydraulique, M. Mansour Faye, je remercie également au passage. Donc c'est sur la base de cette étude-là que l'État justement a actionné ces leviers pour démarrer aujourd'hui le projet d'adduction de l'eau dans la commune de Diembéring, y compris donc, les îles. Le financement, c'est à peu près 500 millions. 500 millions de francs CFA. Sur la route de Diembéring, en allant à Bokot, vous allez voir tout de suite que les Chinois ont commencé depuis avant-hier. Ils ont commencé donc la réalisation du château d'eau, le premier château d'eau, parce que c'est deux. Les deux châteaux d'eau vont permettre aux différents villages, les 21 villages, de pouvoir donc s'alimenter en eau potable
à travers justement un réseautage des forages. Il y a 4 forages que le PUDC nous a aidé donc à réaliser. Ces 4 forages combinés au forage de Diembéring, combinés au forage de Cabrousse, combinés également au forage de Boucotte, pourront être mis en réseau de sorte justement à alimenter toutes les populations, aussi bien de la terre ferme que des îles, en eau potable. Ce projet-là, il est révolutionnaire. Le Cap Skirring, depuis sa création dans les années 70 jusqu'à aujourd'hui, n'a eu qu'une seule revendication tout à fait légitime, mais quand même historique. C'est la question de l'eau, qui est en train donc de trouver une solution grâce au concours de l'État qui a bien voulu prendre le ballon au rebond lorsque nous lui avons transmis notre étude. C'est tout à fait avantageux. Plus maintenant d'autres questions que je ne souhaiterais pas aborder ici aujourd'hui. Il y a eu donc tout cela qui a fait que nous avons dit oui à M. le Président de la République pour l'accompagner dans le cadre justement de son 2e mandat. Le mouvement Impact, c'est un mouvement patriotique pour des actions concertées autour des territoires pour leur émergence. Vous savez, tout développement qui se veut inclusif, mais surtout organisé, doit être porté par les territoires. C'est quand Macky Sall est arrivé comme président de la République en 2012 qu'il a fait appel justement aux différents acteurs de la vie socio-étatique, aux différentes institutions pour donc essayer de proposer cette politique-là, qui a quand même reçu une adhésion populaire et qui a produit aujourd'hui ce qu'il est advenu d'appeler la territorialisation des politiques publiques. Nous avons aujourd'hui 557 communes au Sénégal. Nous avons 42 départements comme institution, n'est-ce pas? Voilà des collectivités territoriales qui portent aujourd'hui le développement de l'État. Et je pense que c'est tout à fait juste comme programme, c'est très très pertinent comme programme, parce qu'on est à l'heure du participatif. Quand on veut faire du participatif, ça ne doit pas être fait ex nihilo, ça ne doit pas être fait dans le désordre. Il faut une certaine organisation, à travers justement une institutionnalisation jusqu'au niveau le plus bas possible. Donc le projet de communalisation universelle est un projet très pertinent. Il va en réalité redonner aux citoyens, aux populations, leur vraie place dans le développement du Sénégal. Voilà pourquoi notre mouvement a voulu justement se glisser dans ce contexte-là pour qu'il puisse également jouer sa partition dans la grande révolution qui est en train donc d'être faite au Sénégal. Le mouvement patriotique pour des actions concertées autour des territoires pour leur émergence est donc une contribution portée par des élus locaux que nous sommes, des maires, des présidents de conseil départemental, pour dire à l'État, voilà comment est-ce que nous voyons également la participation des gens expérimentés, des gens qui vivent au quotidien les questions des collectivités territoriales, pour faire en sorte que finalement la politique proposée par l'État puisse produire des effets escomptés. Donc avec le président de la République, Macky Sall, nous avons eu cette convergence programmatique, mais surtout liée à la vision, et nous sommes engagés avec lui. Maintenant, quand on sort, parce que nous sommes aussi des Sénégalais, quand on sort justement du local, on va dire de l'échelle régionale, il faut aller vers le sommet. Vous savez, nous sommes depuis 2004 à la tête plutôt 2009, à la tête de la commune de Diembéring. Nous savons comment est-ce qu'une institution fonctionne. Quand on est dehors, il y a souvent des idées théoriques, des convictions, des positions qu'on peut prendre. Mais il y a bien un écart entre les positions, les convictions, la théorie
qu'on sort de notre imagination, qu'on sort justement de nos amphis, de notre background, de notre formation, et la pratique du pouvoir elle-même. Parce que la pratique du pouvoir, c'est une autre réalité. C'est une autre école. Parce que quand on vient pratiquer le pouvoir, il y a d'autres contraintes qu'il faut justement vivre. Le siège du président de la République, c'est un siège quand même très complexe, très chargé, au propre comme au figuré. Alors, quand on vient comme président de la République, à l'occasion du premier mandat, le premier mandat, moi, de mon point de vue, et cela est également valable pour un maire, pour un président de département, le premier mandat, c'est un mandat d'imprégnation. C'est un mandat d'imprégnation. Imprégnation sur les logiques qui gouvernent l'institution dont on préside aux destinées. Imprégnation sur les mécanismes de recherche, de financement. Imprégnation même sur les contraintes liées à l'exercice du pouvoir lui-même. Alors, quand Macky Sall est arrivé en 2012, et cela, quels que soient les autres postes qu'il a pu occuper depuis 2000 jusqu'en 2008, date à laquelle donc, il a quitté Abdoulaye Wade, avec qui il travaillait. Quand il est venu en 2012, mais il ne pouvait être que novice. Il ne pouvait être que novice sur les questions de gestion même de la station de président de la République. La gérance d'un fauteuil présidentiel est une occasion qui ne se vit que lorsqu'on l'exerce réellement. Il y a plein d'autres contraintes. Il y a d'autres réalités, aussi bien sociologiques, contextuelles, mystiques si vous voulez, qui font que c'est une autre école. Tu as besoin de temps, de t'imprégner. Tu as besoin de voir comment est-ce que tu vas dompter tout ça. Et c'est lors du deuxième mandat qu'il faut passer à la mise en œuvre. Donc le premier mandat, c'est un mandat d'imprégnation. Abdoulaye Wade, que nous avons accompagné, nous sommes un produit de Wade. Dans mes veines, c'est Wade qui coule. Ça, c'est tout à fait clair. Il le sait. Ceux qui aiment Wade le savent. Je suis un produit de Wade. Wade, dans sa première mandature, il n'a pas fait de résultat. Il n'a pas fait de résultat parce que tout simplement, il était dans cette phase d'imprégnation-là. Quand à l'époque, l'opposition s'agitait pour dire que le vieux n'a rien fait depuis 7 ans, il était justement dans une phase d'imprégnation. Et c'est lors de son deuxième mandat qu'il a commencé justement à sortir de terre les projets qui feront que certainement il va être parmi les présidents qui auront réalisé le plus de projets révolutionnaires pour le Sénégal. N'est-ce pas? Macky Sall traverse justement la même réalité aujourd'hui. Le premier mandat, il ne peut être qu'un mandat d'imprégnation. Le deuxième mandat, il sera maintenant un mandat de mise en œuvre de ces différents résultats qu'il a pu donc avoir dans la phase imprégnation. Dieu merci, parce qu'il faut être honnête. Quand on est intellectuel également, il y a un principe axé sur la neutralité axiologique avec une répétition qu'il faut justement faire. Et je pense que c'est Max Weber qui l'a théorisé plus ou moins. Quand on est un intellectuel, il faut s'armer justement de ce principe de neutralité axiologique. Quand ça marche, il faut avoir le courage de dire ça marche. Quand ça ne marche pas également, il faut avoir le même courage de dire mais ça ne marche pas. Ici, il s'agit justement d'être honnête intellectuellement. Macky, dans sa phase d'imprégnation, il a quand même obtenu des résultats plausibles. C'est dans cette phase-là qu'il a pu sortir la politique de territorialisation des politiques publiques à travers l'acte 3 de la décentralisation. N'est-ce pas? Aujourd'hui, même s'il est en phase imprégnation, il a pu quand même
faire des projets révolutionnaires. Le pont de Farefigné, par exemple. Mais il va révolutionner la vie des populations du Sud. Je ne parle même pas de la Casamance seulement. Même jusqu'à Kaolack. Vous vous rendez compte, à l'époque, il fallait passer plus de 12 heures en tout cas, pour faire que 450 km entre la Casamance et Dakar. Et avec la réalisation, la réception du pont pour bientôt, mais c'est toutes ces questions-là qui seront rangées dans les oubliettes. Ça, c'est tout à fait clair. Mais avec d'autres impacts. La Casamance est réputée une zone de production forestière, risicole et que sais-je encore, maritime, halieutique. Mais c'est pratiquement toutes ces denrées-là qui aujourd'hui ne vont plus souffrir justement de pourrissement comme on avait l'habitude justement de le vivre ici. Les MAD de la Casamance désormais pourront être rapidement convoyés vers Dakar parce que le marché de consommation c'est à Dakar. Les Dakarois aiment très bien les MAD. Les mangues de la Casamance qui sont quand même bien privilégiés par le marché dakarois et autres, elles pourront être transférées le plus rapidement possible sans pour autant qu'elles pourrissent ici parce que tout simplement il y a un problème de désenclavement. N'est-ce pas? Les autres produits également. Le Club Med, même quand il doit justement acheminer justement ces produits pour l'approvisionnement de ces différentes de ses besoins, en tout cas pour la satisfaction de ses besoins, mais le plus souvent, le surplus, il va le chercher à Dakar. Mais malheureusement, en cours de route, il y a souvent des couacs qui font que certains produits arrivent très souvent avariés. Mais toutes ces questions-là vont être résolues. Donc aujourd'hui, même dans la phase imprégnation, M. le Président de la République a pu quand même faire des projets. Pour la Casamance, en tout cas, en voilà un projet révolutionnaire. Un projet révolutionnaire parce que tout simplement, le pont de Farefigné aura un impact certain sur le vécu des populations depuis Kaolack jusqu'ici. Désormais, l'avion ne pourra plus faire l'objet de rush comme c'est le cas présentement. Encore moins le bateau. Tu prends ta voiture, tu prends le soin de bien prendre ton petit déjeuner ici en Casamance, avec la garantie de manger ton tchéboudienne du côté de Dakar, du côté de Mbour, du côté de Kaolack. Ça, c'est quand même une révolution. Voilà pourquoi nous avions estimé, le mouvement Impact que j'ai l'honneur de diriger, nous avons estimé qu'il mérite un deuxième mandat. Parce que quand on va lui donner un deuxième mandat, avec les résultats de la phase imprégnation, qu'il a bien réussi, parce que s'il faut lui donner aujourd'hui une note dans la phase imprégnation, moi j'estime qu'il a eu quand même plus de la mention assez bien. Il l'a bien réussi, parce que c'est dans cette phase-là qu'il a pu sortir justement cette politique qui a quand même reçu l'assentiment de tout le monde et qui est très viable, n'est-ce pas, à travers les territoires. Mais en même temps, c'est alors que certainement, moi, je n'y attendais vraiment pas. Je ne m'attendais pas à ce qu'il ait ces résultats. En même temps, il a pu faire des projets quand même empiriques, très viables également. Le pont, avec les stades qu'il est en train de construire également, le terre plutôt, et d'autres projets, n'est-ce pas? La Casamance, elle est aujourd'hui la priorité en matière donc de promotion touristique. Moi qui vous parle, je suis le président de l'Office de tourisme de la Casamance. Je suis le président de l'Office de tourisme de la Casamance. Le simple fait qu'il ait voulu faire de la Casamance la zone prioritaire d'intérêt national, c'est quand même un courage politique. Donc nous, en tant qu'élus, on doit justement regarder également l'intérêt des populations qui ont bien voulu nous confier la responsabilité de présider à leur destinée. Voilà un ensemble de raisons qui ont fait que
nous avons laissé les questions de principe à côté pour justement privilégier la raison. Parce que tout simplement, il y a des projets révolutionnaires qui arrivent avec lui et qui changeront positivement le vécu des populations ici au niveau local. Les gens sont libres de donner leur opinion par rapport à notre position, mais ils doivent également respecter justement nos opinions, parce que tout simplement, nos premières préoccupations aujourd'hui, c'est de voir comment est-ce qu'on peut abréger progressivement la souffrance des populations. Et il n'y a pas 1000 autres façons de le faire d'une aussi belle manière que de rejoindre le président de la République dans le cadre des grands chantiers qu'il a pu donc entamer ici en Casamance. Quand l'eau va arriver, je ne serai pas le premier bénéficiaire. Quand le pont justement sera opérationnel, moi je ne serai pas le seul bénéficiaire. Quand ces hôtels-là vont réouvrir, Tombon et sa famille n'en seront pas les exclusifs bénéficiaires. C'est toute la population, c'est toutes les couches donc, de la société confondues qui vont en bénéficier, excusez-moi. Donc il y a plus ou moins là les raisons qui ont fait que nous avons rejoint donc, le président Macky Sall dans le cadre de son deuxième mandat. Et nous nous y employerons, Inch'Allah Rabbi, de la façon la plus sérieuse possible, de sorte qu'ici, en tout cas, dans le département de Souy, et également dans la région naturelle de la Casamance, parce que notre résonance ne se limite pas justement qu'à Souy, n'est-ce pas? Donc, de sorte à lui offrir une victoire bien confortable au premier tour. Ça, nous allons nous y employer. Ouais. Maintenant, parlons spécifiquement en tout cas de la commune de Djembérin. Récemment, il y a de cela quelques années, on a participé à la plantation de quelques arbres pour lutter contre, des filaos pour lutter contre l'érosion côtière, maritime ou bien fluviale. Maintenant, ce qui veut dire que la mer est en train de prendre de l'espace. Ce jour-là même, vous avez dit que Nikin va bientôt disparaître de la carte en tout cas du Sénégal. Et même une partie de Carabane aussi. Ça, c'est un volet. Le second volet, c'est au niveau de Cap Skirring. Beaucoup disent que Cap Skirring doit être loti. Mais il y a un problème au niveau local. Est-ce que vous en êtes sur ces deux projets-là? Oui. La question de l'érosion côtière nous préoccupe au premier chef. En tant que, d'abord, universitaire qui s'intéresse justement à la problématique. Parce qu'en mémoire de maîtrise, je vous l'ai cité tout de suite. Je sais que la moyenne de décapage de la côte nationale tourne autour de 1,5 jusqu'à 2 mètres par an. C'est-à-dire que le Sénégal perd chaque année 1,5 jusqu'à 2. C'est la moyenne du fait de l'érosion côtière. Mais ici, dans la Casamance, depuis Kafountine jusqu'ici, il y a des points qui aujourd'hui doublent même la vitesse. À Nikin, par exemple, à Diogué, même ici, à l'entrée de Djembérin, à la pointe de Djembérin, nous avons des vitesses qui peuvent aller jusqu'à 5 mètres par an. C'est-à-dire que chaque année, nous perdons 5 mètres du fait de l'érosion côtière. Ça, c'est quand même une grande préoccupation. C'est une grande préoccupation. Voilà pourquoi, depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui, nous avons planté beaucoup de filao. Le filao, vous le savez très bien, est une espèce qui peut, à partir donc, de ses racines, fixer la dune, de sorte à jouer sur la pente pour ne pas que les vagues débordent vers les zones de production en période de crue. Malheureusement, la plupart des filaos que nous avons plantés, certains ne sont pas arrivés justement au stade de pouvoir jouer le rôle. D'autres ont été emportés par les agents d'érosion de la vague,
de la côte plutôt, n'est-ce pas? Et finalement, c'était une entreprise sans résultat, pour dire vrai. C'est vrai qu'il y a aujourd'hui d'autres filao qui sont là-bas, mais je pense que la solution, elle doit être une solution avec le plus de moyens possible. Elle ne doit pas être locale. Le président de la République a été saisi là-dessus. Quand il nous a rencontrés tout récemment, nous avons abordé le sujet avec lui. Le ministre de l'Environnement a été saisi également. Les partenaires bilatéraux ont été également saisis. Parce que nous avons compris que la panacée ne sera pas qu'une panacée nationale, encore moins locale. La solution, elle est internationale. Parce qu'il y a une cause fondamentale. La cause, elle est liée un peu au réchauffement climatique et à la montée des eaux océaniques, qui crée par ricochet une intensification des conditions hydrodynamiques qui contribuent justement à la dégradation de la côte, n'est-ce pas? Donc, c'est le niveau international qui doit nous aider justement aujourd'hui à voir comment est-ce qu'on pourra trouver la solution définitive pour amoindrir donc, le retrait de la côte comme on est en train de le vivre ici. Nous avons introduit des requêtes donc, auprès de l'État pour voir comment est-ce qu'on peut élaborer un grand ouvrage depuis Kafountine jusqu'à Kaprosco. C'est un projet très viable parce qu'il est parallèle ou complémentaire, mais complémentaire devrais-je même dire, à la décision de faire de la Casamance une zone d'intérêt touristique de priorité nationale. Monsieur le Président de la République a décrété la Casamance comme zone d'intérêt national touristique, mais en même temps, le littoral est en train justement de régresser. Ce ne serait pas intéressant parce que la première force de la destination Casamance, c'est ces belles plages. Ce sont ces belles plages. C'est l'offre, on va dire, balnéaire. C'est le balnéaire qui attire d'abord en Casamance. C'est le balnéaire qui a été à l'origine de la naissance du tourisme en Casamance. Maintenant, il y a d'autres formes, il y a d'autres offres, le tourisme écologique, le tourisme solidaire, le tourisme de découverte, le tourisme culturel, le tourisme religieux. Dieu merci, ces différentes formes-là trouvent ici leur potentiel, ici en Casamance. Mais à la base, il y a eu le tourisme balnéaire. Donc la première force qui a pu être à l'origine du tourisme aujourd'hui ici en Casamance souffre parce que tout simplement, il y a le fléau des régions côtières. Alors si l'État s'y met avec un grand projet comme ça, en principe, il va sauvegarder son projet. Il va sécuriser son projet. Son projet de faire de la Casamance donc une zone prioritaire d'intérêt national. Et je pense que là-dessus, Monsieur le Président de la République est très convaincu. Je pense que très prochainement, il y aura une étude d'impact socio-environnemental qui va être donc lancée pour voir la faisabilité de cet ouvrage. Est-ce que ce sera une digue de protection rocheuse? Est-ce que ce sera une digue bétonnée? Est-ce qu'on va mettre des brise-lames? Est-ce que c'est justement à l'issue de l'étude d'impact socio-environnemental qu'on va essayer de voir quel sera justement le modèle d'ouvrage à faire, de réalisation à faire, qui soit tout à fait conforme justement aux normes environnementales également aujourd'hui. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes dans une zone typiquement touristique, mais aussi estuarienne, parce que la Casamance trouve son embouchure ici dans la commune de Diembéring. Donc c'est une zone très sensible, c'est une zone estuarienne. Voilà pourquoi il faut d'abord être très rigoureux dans la procédure, c'est-à-dire diligenter une étude socio-impact bien élaborée qui aborde les questions de façon synoptique, n'est-ce pas, mais qui en ressort des conditionnalités strictes qui feront que
la riposte ne puisse pas engendrer finalement d'autres impacts négatifs. C'est cela justement qu'on doit faire sur le terrain pour donc éviter d'autres déshydratats après la réalisation du projet. Monsieur le maire, on ne peut pas parler de Djembéren, de la Casamance, évidemment, sans toucher du doigt le problème du tourisme, surtout avec ces hôtels qui sont fermés. Et de l'autre côté aussi, l'hôtel de Djiremeit. Quelles sont les garanties du chef de l'État pour la réouverture de ces hôtels? D'autant plus que il y a M. Racinsi qui est déclaré persona non grata ici, en tout cas en Casamance, parce que la population dit qu'il est à l'origine de tout ça. Quelles sont les garanties du chef de l'État et aussi l'apport de M. Racinsi? Oui, vous savez, je vous avais dit que le président de la République viendra ici, Inch'Allah, le 19. Le président, il est bien au fait justement de toutes ces questions que vous posez. Il est très bien au fait parce que tout simplement les gens ont pris le temps de les lui dire. Nous avons beaucoup communiqué là-dessus. Ses proches collaborateurs également, qui connaissent la question, ont bien voulu l'entretenir sur ces questions-là. Je pense qu'il vient ici avec quand même des propositions. Il va venir ici avec des propositions. Moi, je ne voudrais vraiment pas rentrer dans la polémique qui consiste à dire si les hôtels appartiennent à Racine ou pas. Quelle que soit leur situation, on va dire, non, en termes même de paternalité, n'est-ce pas? Je pense que la logique de vouloir abréger la souffrance des populations doit primer sur les questions crypto-personnelles. Racine est un citoyen sénégalais. J'ose espérer que c'est un patriote. S'il sait que les hôtels qu'il essaie de monopoliser, il ne pourra pas les ouvrir, son sens de patriotisme doit justement l'interpeller pour voir comment est-ce que justement l'État doit l'aider dans cette question-là. Je sais que le président de la République a été très informé sur toutes ces questions-là et en principe il viendra là le 19 dire aux populations par rapport aux hôtels, voilà comment est-ce que donc on va régler progressivement la situation. Je ne voudrais vraiment pas envenimer la polémique qui est déjà très grave. Nous faisons confiance à l'État du Sénégal, à ses services. Ils seront suffisamment renseignés pour voir comment est-ce que Racine pourra être contournée. Certainement aujourd'hui, la situation perdure parce que tout simplement, elle est favorable à ses intérêts crypto-personnels. Maintenant, quand tu as un intérêt collectif, parce que c'est tout le Sénégal qui y perd. J'ai l'habitude de dire qu'ici au Cap Skirring, il n'y a pas que des Diola. Les Diola sont même minoritaires au Cap Skirring. Au Cap Skirring, vous voyez des Sénégalais et d'autres régions, de Louga, de Saint-Louis, de Fatick, de Matam, qui sont là et qui ont fait fortune. Le Cap fait partie des rares villages au Sénégal où tous les villages qui composent donc la nation sénégalaise trouvent des ressortissants. Quand vous allez au Cap, tout de suite au rond-point du Cap, permettez-vous justement de vous taper le plaisir de dire, par exemple, quels sont les habitants de Sangalkam ici. Restez 10 minutes seulement, vous verrez des gens de Sangalkam vous dire, nous, on est de Sangalkam. Dites-leur après, qui sont de Bambilor, qui sont de Kédougou, qui sont de Matam, qui sont de Ziguinchor. Mais à chacune de vos réponses, vous trouverez, à chacune de vos questions, vous trouverez une réponse. Des gens qui viendront vous dire, on est là. Donc le Cap Skirring, en réalité, c'est le Sénégal en miniature, comme tu l'as dit.
Le Cap Skirring, c'est le Sénégal, n'est-ce pas? Le Cap Skirring a été le produit du tourisme ici. Ce sont les hôtels qui ont créé le Cap Skirring, pour dire vrai. Si on ferme ces hôtels-là aujourd'hui, ça joue contre les intérêts du Sénégal entier. Moi, je connais des vieux ici qui se plaisent tellement ici aujourd'hui, leurs enfants sont nés là, mais quand ils gagnent de l'argent ici, ils vont l'injecter dans un autre secteur à Touba, qui fait très bien marcher les choses là-bas. Donc quand on laissera ces hôtels-là sous l'emprise de Racine Sy, malheureusement, il y a plein de dividendes que le Sénégal en perd. L'État, c'est quand même un esprit, mais c'est aussi une force. Il a les possibilités de dire à Racine, devant l'intérêt national, votre intérêt crypto-personnel doit justement être muselé, moyennant un arrangement, comme cela se fait dans tout État qui se respecte. C'est à cela, justement, j'appelle les autorités centrales de l'État du Sénégal pour voir comment est-ce que cette question-là pourra être résolue de la façon la plus rapide. Du côté de Djiromite maintenant, je voudrais également au passage vous dire qu'il y a donc le deuxième financement qui a été donc trouvé. Cette fois-ci, il va intéresser les campements touristiques parce que l'État octroie des financements aux acteurs du tourisme, aux opérateurs économiques qui s'activent un peu dans les questions de tourisme. Il y a eu d'abord une première vague qui est passée. Le deuxième financement est sorti parce que nous avons rencontré le ministre du Tourisme il n'y a pas longtemps. Nous le saluons donc au passage. Et en principe, d'ici à 1 mois seulement, les bénéficiaires pourront commencer déjà à entrer dans leurs fonds. Nous avons abordé la question de l'hôtel de Djiromite avec le ministre Mame Mbaye Niang, qui projette de venir ici à la fin du mois. Parce qu'il nous a dit, je ne voudrais vraiment pas venir tant que le financement n'a pas été libéré. 30 millions, 40 millions jusqu'à 50 millions. C'est quand même important pour une structure comme un campement villageois, pour une structure comme donc, un campement tout court. C'est quand même extraordinaire. Alors par rapport à l'hôtel de Djiromite, lui également, il s'est engagé à venir le visiter donc, lors de sa mission pour voir comment est-ce qu'il pourra également l'accompagner. Parce que c'est quand même un patriote qu'il faut encourager, quelqu'un qui a mis ses sous dans la brousse, doit être accompagné par l'État. Monsieur Diouf, c'est quand même un patriote. C'est quelqu'un qui aime son village, c'est quelqu'un qui aime la Casamance, c'est quelqu'un qui aime justement ce qu'il fait. Il croit vraiment en lui. Il a mis des milliards justement dans son village. Ça, si c'est 3 milliards, c'est quand même colossal. L'État doit l'accompagner. Heureusement que la route a été bien faite, n'est-ce pas? Il reste aujourd'hui justement de lui accorder un financement pour qu'il puisse retaper l'hôtel et puis voir avec les tour opérateurs comment est-ce qu'il pourra justement bénéficier de visites. Même les Sénégalais lambda, parce que moi je connais très très bien l'hôtel, il est dans un endroit paradisiaque à Djiromite, à côté du Bolon, à quelques kilomètres de l'aire marine protégée, de l'embouchure du fleuve Casamance, à côté de la caserne de cantonnement militaire du camp de la base navale de Elenkin. Donc toutes les conditionnalités sont vraiment réunies pour un repos, pour un farniente, parce que c'est tout simplement dans un endroit très calme. Donc ce sont les Sénégalais d'abord, les Casamancés, qui ont la possibilité de venir passer leurs vacances, de montrer le premier exemple. Ce seront justement aux Sénégalais après, ce sera aux Sénégalais plutôt après, de venir également nous emboîter le pas. Et c'est finalement après que les Occidentaux, les étrangers, on va dire, pourront donc venir visiter l'hôtel.
Mais j'invite vraiment tous les Sénégalais de venir découvrir ce coin paradisiaque qui est l'hôtel de Guiromaït, naturellement. Le président vous a reçu le 12, un mois après, lui, le président, il vient ici à Djembérin. Qu'est-ce que cela vous fait? Oui, moi j'en suis fier, pour dire vrai. J'en suis fier parce que tout simplement, j'estime que ce n'était que justice rendue. Ce n'est que justice rendue, devrais-je dire même. Quel que soit notre bord politique, nous sommes quand même un maire d'égale dignité que les autres maires. Donc, n'avoir pas reçu le président de la République depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui, certainement, ne nous a pas fait plaisir. Mais je comprends parce qu'il a un agenda très chargé également. De la même façon, il n'est pas venu à Oussouye, de la même façon, il n'est pas allé à Bignona. Alors qu'à Bignona, dans le département de Bignona, c'est lui qui l'a gagné. En tout cas, le département, globalement, a été gagné par la coalition Benno Bokk Yakaar en 2012. Mais en 2014 également. Donc, je n'estime pas, je ne peux pas estimer que c'est sur la base de calcul politique qui n'a pas pu venir donc à Oussouye jusqu'à aujourd'hui. Tout compte fait, je pense qu'il n'est jamais tard pour bien faire. Il vient moins d'1 mois seulement après l'audience qu'il a bien voulu nous accorder. Aujourd'hui, on en est fiers et ça nous revigore justement de l'accueillir en tant que maire comme un roi. En tant que maire, je voudrais bien l'accueillir comme un roi. Mais en tant que responsable politique, je voudrais vraiment contribuer également à côté des autres responsables politiques des différents partis à faire en sorte qu'ils puissent donc être reçus de la façon la plus correcte possible quand on reçoit un président de la République. C'est une aubaine pour nous, en tant qu'édile de la localité, de lui exprimer l'ensemble de nos préoccupations relativement à l'épanouissement de la collectivité territoriale dont nous présidons donc au destiné, n'est-ce pas? Et c'est une occasion également pour lui, en tant que président de la République, de mieux s'imprégner sur les questions que nous lui avons donc soufflées par 2 fois de suite lorsqu'il nous avait fait l'honneur donc de nous recevoir. Mais c'est aussi une façon de le mettre en contact direct avec donc les opérateurs économiques, les promoteurs touristiques de la localité, mais c'est également une occasion justement de rassurer les partenaires et autres investisseurs qui ont bien voulu injecter leurs fonds dans le département d'Oussouye, dans la Casamance naturelle. Mais c'est une façon également de rassurer les différents touristes qui avaient l'habitude de venir ici. Parce qu'une zone aussi stratégique, le Cap Skirring, qui ne reçoit pas le président de la République depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui, les gens sont libres justement de se méfier par rapport donc aux questions de sécurité. Lorsque lui, il vient en tant que première institution, le message, il est clair. Comme quoi, il n'y a pas de risque imaginable possible. Il n'y a pas de question d'insécurité possible. Moi, en tant que président de la République, et ce, quelle que soit la place que les questions de sécurité doivent occuper un peu dans mes décisions, j'y suis allé. Le message, il est tout à fait limpide. Il est limpide. Il consistera à dire aux gens, venez, parce que tout simplement, il n'y a plus quelques problèmes que ce soit. Et c'est la réalité sur le terrain également. Depuis quelque temps, on a quand même noté l'accalmie. C'est aujourd'hui le moment, lui en tant que président de la République, qui a eu à contribuer justement à tout cela, de venir vivre cette réalité sur le terrain et de dire aux populations, on ne s'est pas trompé, on n'a qu'à continuer à être ensemble.
Donc il vient autrement pour lancer la saison touristique. Il viendra pour lancer de grands projets, n'est-ce pas? C'est une tournée économique. Il viendra normalement pour d'abord s'enquérir de la situation touristique ici dans le Cap Skirring et environ, la station balnéaire du Cap. Il viendra aussi, je pense bien, si je ne me trompe pas, pour poser la première pierre de l'Eno de Oussouye, mais il viendra également pour rendre visite aux autorités coutumières qui ont bien voulu le trouver l'autre jour au palais, à l'occasion de l'audience qu'il a bien voulu nous accorder. Et après, maintenant, il ira à Ziguinchor pour l'inauguration, la réception de la route Ziguinchor-Tanaf, la RN6, jusqu'à Kolda. Il ira également à Bignona pour la pose de la première pierre d'un grand projet dont l'intitulé m'échappe un peu. Donc, c'est pas en tant que candidat, voilà, c'est pas en tant que candidat qui se déplace. Il vient vêtu de son manteau de président de la République pour donc venir s'enquérir des quelques projets réalisés et entamer d'autres au grand bénéfice des populations. Je pense que c'est tout à l'honneur de la Casamance. Voilà pourquoi j'en appelle donc, tous les maires de la région de Ziguinchor, de la Casamance naturelle, de bien l'accueillir aux populations de la Casamance naturelle, de taire les questions d'appartenance politique pour bien accueillir le président de la République. C'est le président de la République. Qu'on le veuille ou pas, qu'on soit du Parti socialiste, de l'AFP, de l'UCS, de PASTEF, mais c'est notre président de la République qui se déplace. On doit l'accueillir de la façon la plus républicaine possible. Après maintenant, passer aux questions d'appartenance politique. On est libre. Il ne vient pas en tant que candidat. Moi, je ne vais pas le recevoir en tant que président du mouvement Impact. Je vais le recevoir en tant que maire de la collectivité locale de Diembéring, qui a la chance d'accueillir un aéroport qui pourra donc voir atterrir son avion sur le tarmac, n'est-ce pas? C'est justement en vertu de tout cela que moi également je vais me vêtir de mon manteau de maire avec toute la symbolique qui s'y est pour l'accueillir en tant que président de la République, en tant que première institution, et puis maintenant le reste, les populations, je vais donc leur convier également à leur fête, à la fête plutôt.